Le Sri Lanka, alors, mauvais élève pour certains, ou alors un peu dissipé. N'oubliez pas, c'est l'ancien Ceylan. Mon cher Maxime Fer, on situe tout de suite l'endroit que nous allons évoquer sur une carte, voyant ce Sri Lanka au large de l'Inde, dans le sud-est. Voici, île incroyable, qui est encore relativement naturelle. Avec nous, pour l'évoquer, Claudie Ravel. Bonjour Marc. Alors, il y a eu là 15 jours de solidarité exprimée. Comment on pourrait avoir une sorte d'unification de la Terre en dehors de toutes les querelles, en dehors de toutes les différences, et tout en étant chacun dans son authenticité, comment on peut se rencontrer? C'est ça. En fait, ce serait très facile. Il suffit que le consommateur en ait envie. Le monde entier... Consommateur, c'est pas un mot qui vous va bien, ça. Le consommateur, hein, nous allons dire. Alors, d'accord. Le consommateur qui puisse, en fait, reconnaître qu'à travers le monde, il y a différentes identités, différentes ethnies, au milieu d'un écosystème, dans un environnement préservé, avec lesquels nous-mêmes, nous travaillons. Et alors, pour aller rendre visite à ces peuples, c'est de se dire, évitons d'avoir ces édifices uniformisés qui font que dans un lieu de luxe, retrouvons le goût du voyage, le goût de l'authenticité, soyons peut-être un peu plus rustres dans notre quotidien, mais c'est là qu'il va y avoir la vraie rencontre. C'est ce que vous faites au Sri Lanka. C'est ce qu'on fait au Sri Lanka. Donc en fait, il y a des lieux comme ça préservés, des peuples autochtones. Nous travaillons en Amazonie par ailleurs, mais au Sri Lanka, les villageois au centre montagneux du Sri Lanka ont un écosystème extrêmement intéressant. Souvent le tourisme de masse, justement, qui détruit d'ailleurs la planète, malheureusement, sans le vouloir, va toujours dans les lieux, les plages, etc., des sites aussi archéologiques qui vont détruire. Là, nous sommes dans la montagne. C'est un site qui est préservé. C'est en fait une ancienne terre à thé. Nous savons qu'effectivement, c'est un drame qui s'est passé au Sri Lanka. Quand les Anglais sont arrivés, ils adorent le thé. Ils ont coupé toutes les forêts tropicales. Il y avait 70% de forêts tropicales, il n'en restait plus que 2 en 1948 quand ils sont partis. Donc nous nous sommes attachés, puisque c'est un peu notre vocation, nous restaurons des écosystèmes d'origine, une terre à terre. C'est-à-dire que l'on fait en sorte qu'il y ait une biodiversité, on replante, on prend par exemple des livres de l'époque, savoir quelles étaient les différentes essences qui croissaient, et on essaie de créer une alchimie pour que ça reparte comme ça. Voilà, alors il y a un docteur en écologie, bien sûr, il faut des scientifiques de talent pour faire ça, le docteur Ranil Senanayake, qui est un monsieur qui restaure des écosystèmes dans le monde. Oui, il est sri-lankais, et sa famille d'ailleurs a libéré le pays des Anglais. Et donc c'est un monsieur qui s'est attaché, lui, à la nature, à cavaler à travers le monde, pas seulement au Sri Lanka, mais au Sri Lanka, là, dans ce lieu où nous voyons quelques photos, il y avait avant une monoculture de thé. Et la monoculture, il n'y a pas pire chose pour détruire la terre. C'est ce que nous vivons sans nous en rendre compte également ici en France. Exactement. Ces monocultures à la Beauce avec que du blé, du maïs, on détruit tout. Et après, bien sûr, les plantes n'ont plus leur nourriture. Les oiseaux ne vont plus venir polliniser. Et là, en fait, alors vous disiez effectivement on va replanter, mais la nature fait bien les choses. Certains oiseaux reviennent. Et dans ce lieu, c'est 20 hectares de terre. Dans les centres montagneux, les villageois y travaillent. Et il y a la terre qui a repris sa nutrition, ses humus, qui va nourrir la plante, et la plante va nourrir l'homme. Et nous avons là donc des plantes qui sont légumes, qui sont fruits, ou qui sont dans un registre maintenant réglementaire complément alimentaire, et qui sont des plantes super aliments aussi, c'est appelé, avec des vitamines, des minéraux pour la santé. Alors il y en a quelques-unes là, vous me donnez vos breuvages magiques pour voir comment on va faire un petit mélange qu'on va appeler Wara Kitul, puisque finalement toutes ces plantes naturelles, on les vend déshydratées, on peut en faire des mixtures, et on va y mettre le Kitul qui est en fait un palmier. Alors, on va voir le Kitul, Max, c'est le palmier. Le palmier du Kitul, alors voilà. Donc ce sont des sucs de fleurs qui vont venir de l'arbre. Voilà, le monsieur monte à l'arbre, là, des watisseux. C'est un métier noble, transmis de génération en génération, qui se pratique toujours. Claudie, précisons tout de suite, je vois des ronchons. Oh là là!
analogie avec l'huile de palme. Ça n'a rien à voir. Rien à voir, voilà, c'est ça. Quand il y a surexploitation dans un endroit, effectivement, il faut bannir ça. Il y a des milliers de palmiers à travers le monde. Là, finalement, c'est un Caryota urens, donc une plante... J'ai bien connu son frère, oui. Voilà, qui fait en fait de superbes fleurs. Et des fleurs va sortir en fait un jus qui sera cuit par Kusuma, une dame qui en connaît la tradition, qui porte d'ailleurs dans son nom le nom de Akuru. Alors voilà, Marc, on peut déguster ça. Donc c'est Warana Kitoul. Donc le Kitoul qui a cet avantage aussi de ne pas être stocké par le corps. Donc les obèses, tous les gens qui ne peuvent pas consommer de sucre, peuvent consommer ce Kitoul. D'accord, il était temps que je m'y mette, alors, c'est ça? Non, vous n'avez pas besoin. Mais donc, bien sûr, dès qu'on restaure des écosystèmes, dans ce lieu de 20 hectares, vous avez maintenant des centaines et des centaines de plantes qui ont ressurgi, et les animaux qui reviennent, qui pollinisent, etc. Et les touristes, voilà. Les touristes, il faut que ce soit un nombre limité. Alors, c'est très goûteux, c'est sucré. Voilà, c'est ça. Lorsque l'on a cet objectif, est-ce que ça signifie que l'on prend des précautions? Presque, il faudrait avoir des visas. Parce que 120 touristes, ça s'intègre bien dans l'univers extrêmement restreint. À 130, on commence déjà à être dans le dépassement. Comment on fait pour réguler cette population en mouvance? Voilà, alors donc il y a un organisme d'ailleurs en France qui s'appelle l'ATES, c'est l'Association du tourisme équitable et solidaire, et qui est une organisation dont nous sommes membres. L'écotourisme finalement ne fait pas du tourisme de masse avec 120 personnes qui voyagent, donc ce sont des petits groupes de 2, 3 personnes, 4 personnes, au pire 8 personnes. Dans ce lieu d'Ekolanka, Mausawa, c'est Mausawa Estate qui était le nom de l'État avant de thé. Dans ce lieu, il y a au total 16 personnes qui peuvent être accueillies dans un bungalow traditionnel où il y a 4 chambres, et puis ensuite après des cottages qui ont été construits avec les matériaux du jardin. Pierre, on sait qu'il y a des pierres d'ailleurs semi-précieuses, granit, etc. au Sri Lanka, qui viennent de cette terre aux alentours, des bois fabuleux qui font des superbes cottages où finalement il y a une énergie excellente parce que finalement il y a on a fait une forme, on a vu tout à l'heure là la photo du cottage, il y a une énergie extrêmement intéressante parce qu'on l'a fait en hexagonal, et en fait le voyageur qui est en fait un voyageur conscient, responsable, vient dans ces endroits-là. Vous voyez, on voit le cottage là, il respire en fait bien sûr la nature. Et on est dans l'intégration complète en l'occurrence. Quel est le contact avec les autochtones, les villageois? Est-ce qu'on prévoit des rencontres, mais des rencontres, alors peut-être pas autour du thé pour rappeler la colonisation, autour d'un breuvage de ce type? Et comment ces autochtones sont ouverts à ces touristes qui viennent? Donc les villageois participent bien sûr à ce projet. Ce sont eux qui travaillent, ce sont eux qui ont la connaissance à la fois des plantes, ils nous les enseignent. Il y a des plantes médicinales au Sri Lanka, on pourra parler du canna qu'on peut mettre également dans le breuvage. Alors par exemple, quand on dit le canna. Le canna, donc les touristes viennent effectivement regarder la façon, donc, quelle est cette plante, etc. Le canna, ce sont des protéines végétales, du calcium, du fer, etc. Donc il y a des apports pour à la fois la femme enceinte, le bébé, le sportif, etc. Donc cette plante, elle est là en photo, effectivement. Elle poussait à l'état sauvage, elle est revenue. Donc il y a eu bien sûr des aides de plantation, on a mis des graines, etc. Mais bien sûr, maintenant, les oiseaux pollinisants, elle va être plantée, le canna, à côté d'une autre plante qui est le kitoul, à côté d'une autre plante. Alors le kitoul, ses vertus, c'est quoi, lui? Alors le kitoul, il n'est pas stocké par le corps, il peut être consommé par tous les gens voulant consommer du sucre, donc c'est délicieux. Déjà, ça se met sur un fromage blanc, ça se met sur des fruits, et etc. on y pisse quoi comme Et il y a du fer dedans, du phosphore en bien-être, mais c'est surtout parce que c'est un sucrant, qui est un adoucissant, qui n'a aucun effet sur le corps, contrairement à tous ces adoucissants. Saccharose 100%, c'est stocké par le corps et c'est le fléau mondial de l'obésité. Restons sur le terme fléau et projetons-nous aussitôt dans un vent positif. Comment peut-on aider une population à se développer, mais à se restreindre aussi dans son développement? C'est-à-dire faire en sorte qu'elle puisse profiter du commerce, mais qu'elle ne se dise pas il y a une manne d'enrichissement et il nous faut rester dans la petite production. Comment c'est possible? Alors finalement, tous les peuples autochtones que j'ai rencontrés sont responsables pour ça. Ils ont une responsabilité sur la nature qui les environne. Voilà, on voit la fleur de kitoul là, dont on sort le jus. Ils ont une responsabilité par rapport à leur environnement. Ils en sont vraiment conscients. Oui, beaucoup même plus les que jeunes, dans nos pays. Les jeunes, ils ne sont pas là avides de se dire mais nous aussi on veut une Ferrari. Et on Il y veut avait dans un lieu de peuples autochtones en Amazonie 6000 Indiens. Ils sont
sont 17 000. Les jeunes restent. Ils ont des universités. Là également, dans le village de Halpola, au Sri Lanka, il y a des jeunes universitaires. Il y a 20 ans, on ne rencontrait pas ces jeunes universitaires. Ils partaient à la ville. Maintenant, ils restent dans le village et ils viennent justement chercher éventuellement du travail à Maousawa pour pouvoir participer au projet. Mais donc, alors, ça veut dire qu'ils deviennent cultivateurs et cuisiniers. Il y a une table de raffinement, une table d'abondance? Exactement. Donc, il y a une table de restaurant qui est élégante. Il y a des chefs gastronomiques qui sont venus d'ailleurs, puisque finalement, dans le mouvement Slow Food, auquel j'appartiens également, il y a cette considération du bon, du propre et du juste qui est cultivée en fait aussi par les villageois qui ont pris conscience là-bas que les peuples occidentaux aussi aimaient la bonne table de leur tradition. On ne va pas manger le steak frites au Sri Lanka. Il va y avoir des légumanciens, des fleuranciers. C'est ce qui fait la différence entre le touriste responsable et celui qui part en se disant « je veux mon steak frites même au bout du monde et de l'air climatisé ». Merci beaucoup, Claudie Ravel. Voilà, je pense que je vais tenir jusqu'à la fin de l'émission grâce au breuvage.